J'appelle la communication suivante du professeur Coutil. Comment diminuer l'aléatoire en chirurgie et plus particulièrement en chirurgie cardiaque? Une réponse spécifique à un procès spécifique, le tenseur du néocordage. Et je passe la parole à notre ami Ronald Reagan. Alors, moi, je voulais vous présenter Jean-Paul Couetil. Et je vais vous raconter ça en 2 secondes comment je l'ai rencontré le 16 août, le 15 août de l'année dernière. Et j'avais une endocardite assez cognée et on m'a dit il faut te faire opérer. Comme je suis chirurgien cardiaque, je n'étais pas étonné. Et il faut remplacer ta valve aortique. Alors j'ai appelé Pascal Leprince qui était en vacances. Là-dessus, grâce à mon ami Eric Allaire, mon associé Eric Allaire, j'ai eu connaissance de l'existence de Jean-Paul Couetil que je ne connaissais pas parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi. J'ai rencontré Jean-Paul à 11h30 le 16 août et j'étais sur la table d'opération à 2 heures. Et 2 jours après, on discutait ensemble, pas du tout de mon intervention qui s'était très bien passée. J'étais dans son bureau et il me racontait, après qu'on ait parlé longuement de philosophie, il me racontait ce qu'était la chirurgie de réparation mitrale et comment il avait conçu un système qui était unique, ou qui paraissait unique, pour réconcilier toutes les techniques en place. Donc j'ai dit, mais il me semble que tu n'es pas de l'Académie de chirurgie. Il me dit non. Et je pense qu'il faut réparer une grave erreur. C'est qu'un, il doit être de l'Académie parce qu'il coche toutes les cases. Un, il est un remarquable maître de la chirurgie cardiaque. Deuxièmement, il fait de la chirurgie humanitaire les 3 quarts du temps où il n'est pas au centre cardiologique du Nord. Et donc, voilà. Et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Et je pense qu'il reviendra souvent. Merci. Merci, mon cher Ronald. Euh, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de faire aujourd'hui ma première présentation à l'Académie. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, je l'espère. Aujourd'hui, j'aimerais, à l'instigation de Ronald, vous présenter un petit peu, avec un problème spécifique et une réponse spécifique. J'aimerais parler un petit peu de l'aléatoire en chirurgie, d'une façon générale, et plus particulièrement ce soir, l'aléatoire en chirurgie, la réparation valvulaire mitrale, et à peut-être une réponse spécifique qui est ce que nous avons mis en place, le tenseur des néocordages. Alors d'abord, peut-être remettre en place ce qu'est l'aléatoire. Alors la définition, c'est l'aléatoire ou ce qui est aléatoire est soumis au hasard, donc à l'incertain, c'est-à-dire à des éléments non prévus et génère bien sûr des risques du fait des aléas qu'il entraîne. Alors cet aléatoire, il se cache partout, mais surtout dans notre ignorance. Et une première victoire, c'est de savoir qu'il existe. Donc il faut s'en préoccuper car c'est une nécessité afin de faire face à nos responsabilités morales, éthiques, déontologiques, juridiques. Débattre du sujet est donc un impératif. Et j'aimerais bien continuer plus tard. Pour illustrer cette quête permanente, alors juste un problème très spécifique, une réponse très spécifique, je vous propose de revisiter brièvement l'évolution des techniques des plasties mitrales où 2 paradigmes s'affrontent. Resséquer ou respecter les tissus natifs lésés. Alors le diable, comme toujours, est dans le détail. Il faut juste souligner que diable et détail, c'est presque un anagramme dans lequel se cache l'aléatoire. Alors on va suivre le fil d'Ariane qui va nous conduire à l'innovation du tenseur de néocordage. Vous voyez ici illustré les 2 techniques essentielles. Resséquer, on enlève une partie du tissu mitral qui est pathologique. Respecter, on garde tout et on change les cordages qui sont allongés ou rompus. Je voudrais aujourd'hui, c'est la grande occasion, de rendre hommage à mon maître, le professeur Carpentier, avec lequel j'ai travaillé pendant 17 ans. Et comme vous savez, c'est un pionnier de la chirurgie cardiaque et en partie de la plastie mitrale, notamment à qui il a donné les lettres de noblesse par cette présentation en 1983, donc ça fait déjà quelques années, et qui s'appelle The French Correction. Et cette French Correction, c'était donc la présentation de toutes ces différentes techniques
Et vous voyez, il y a une deuxième publication importante, c'est qu'il y a maintenant, en 2001, on présentait les résultats à long terme, c'est-à-dire 20 ans de cette qualité des réparations qui donc a challengé largement les remplacements valvulaires mitraux. Juste très brièvement pour vous conter ce qu'est une valve mitrale. Vous voyez, une valve mitrale, elle comporte un appareil valvulaire et un appareil sous-valvulaire, deux feuillets, un antérieur, un postérieur. L'appareil sous-valvulaire a deux piliers et des cordages que vous voyez très pellucides, très fins. Donc, ils vont avoir tendance à s'allonger, se rompre sous l'effet de la dynamique ventriculaire. Alors, on peut, et un anneau, bien sûr, mitral, et le chirurgien mitral, devant tout ça, eh bien, il pourra soit travailler sur l'anneau, soit travailler sur les tissus valvulaires, soit travailler sur les cordages mitraux. Ah, ça ne veut plus marcher. C'est bon. Alors, Monsieur Carpentier, justement, dans ce souci de clarification et de codification, toujours pour diminuer l'aléatoire en cette matière, il nous a donné une classification fonctionnelle des insuffisances mitrales, très rapidement, 4 types. Alors, tous ces quatre schémas montrent qu'il y a une insuffisance mitrale. Le mécanisme est différent. Il peut y avoir par dilatation de l'anneau, une insuffisance mitrale, c'était le type 1. Le type 2, il y a un prolapsus d'un élément valvulaire, souvent par rupture de cordage ou élongation de cordage. Et puis, il y a les types 3 qui sont des types restrictifs qu'on voyait autrefois dans la maladie rhumatismale parce que le tissu valvulaire était épaissi, rétracté et relativement immobile, surtout la valve postérieure, ou bien, plus récemment, dans les insuffisances mitrales d'origine ischémique, il y a un remodelage ventriculaire gauche, une dilatation du ventricule gauche, une hypertraction sur les cordages, et souvent la valve postérieure et parfois l'antérieure, en fonction de la topographie de l'infarctus, vont devenir restrictifs. Alors, en fait, la connaissance de la mitrale a évolué, notamment avec l'avènement de l'échocardiographie 3D. Le chirurgien a vraiment besoin de travailler avec les cardiologues en team approach et l'échographie est un essentiel puisque grâce au Doppler quantitatif, on va connaître si une insuffisance mitrale est minime, modérée ou sévère. En plus, l'écho 3D nous a montré que le plan de fermeture de la mitrale n'est pas dans un plan, mais elle a un aspect en selle de cheval, et ce qui va un petit peu faire changer un petit peu les annuloplasties. Au lieu de les mettre planes, on va plutôt les mettre 3D. Alors, vous voyez, juste ici, on est très content d'avoir les échographies transœsophagiennes. Sur l'image de gauche, c'est une image d'écho. Sur l'image, pardon, de droite, une image d'écho. Sur l'image de gauche, une image perchirurgicale. Et vous voyez qu'on voit, ce sont des images totalement comparables en préopératoire sur l'écho et en péropératoire lorsque l'oreillette gauche est ouverte. Alors, petit à petit, la réparation de la valve mitrale est devenue un gold standard en matière de chirurgie réparatrice de la valve, bien entendu, mais il a fallu comprendre un certain nombre de choses, justement, petit à petit, avec l'apport de nos pionniers. C'est-à-dire que traiter une insuffisance mitrale ou une régurgitation mitrale, c'est bien plus que juste traiter la sévérité de l'insuffisance mitrale, mais c'était de restaurer autant que faire se peut, une dynamique fonctionnelle le plus normale possible de la mitrale. Et ça a tout changé. Ça a donné des concepts nouveaux, justement, de mieux comprendre les choses. Enfin, il faut utiliser les techniques chirurgicales les plus adaptées, les plus fiables pour chaque cas, puisqu'il y a plusieurs types d'insuffisance mitrale en fonction des étiologies. On ne fera pas la même chose. Je passe. La confiance dans les réparations valvulaires mitrales est importante. Et vous voyez là, en encadré, c'est tellement important cette confiance que même actuellement, on est autorisé selon les recommandations internationales, à réparer des valves chez des patients qui sont asymptomatiques. On peut être asymptomatique tout en ayant quand même des stigmates relativement importants comme conséquence de l'insuffisance mitrale par un ventricule gauche un peu dilaté. Vous voyez le diamètre télésystolique supérieur à 40, ce sont des chiffres, ou bien une fraction d'éjection qui est abaissée. Malgré tout ça, on peut avoir beaucoup de patients qui sont asymptomatiques et vous voyez que l'indication de la réparation est de classe 1. Ça veut dire qu'il faut assurer d'excellents résultats aux patients. Vous voyez ici, par exemple, la progression du nombre de patients asymptomatiques traités dans un grand centre américain et qui fait beaucoup de plastie mitrale. Vous voyez, entre les années 2004 à 2018, vous voyez la courbe ascendante des patients en bleu qui sont asymptomatiques. Il y avait plus de patients asymptomatiques traités par les plasties, jusqu'à 60-70%, que de patients symptomatiques. C'est important parce qu'il y a une évolution naturelle de la maladie mitrale.
et qui se fait essentiellement par une augmentation de la fibrillation auriculaire qui apporte en elle-même des complications tout à fait spécifiques. Alors, rapidement, au cours de ces dernières années, vous voyez, ça date depuis quand même longtemps. En 1955, on proposait déjà des annuloplasties jusqu'en 68, lorsqu'on s'adressait uniquement à l'anneau mitral pour diminuer un petit peu cet anneau et diminuer la fuite, jusqu'à ce que M. Carpentier, en 68, avec une nouvelle approche, propose un anneau rigide. Et donc, vous voyez, ça a demandé à peu près 15 ans pour aller jusque-là. Puis ensuite, eh bien, d'autres techniques sont apparues avec un paradigme dont on a parlé tout à l'heure et qui va être proposé actuellement, c'est-à-dire on va resséquer, M. Carpentier va proposer des résections de tissus partiels, de tissus valvulaires, quadrangulaires, triangulaires, enfin, il y en a pas mal. Et avec ce paradigme, c'est d'une bonne ligne de fermeture de la mitrale. On était content lorsqu'on obtenait une bonne fermeture de la mitrale. Mais en fait, ce paradigme a rapidement été mieux compris et surtout a montré son insuffisance, c'est-à-dire qu'on a vite compris que chaque segment du feuillet antérieur, du feuillet postérieur, il y avait une correspondance segmentaire entre les éléments de la valve postérieure, il y en a 3 segments, et les segments de la valve antérieure, 3 segments. Et lorsqu'on faisait des résections, on apportait une distorsion de la valve mitrale, et il n'y avait plus de correspondance segmentaire, et c'est ce qu'on a à ce moment-là qualifié d'articulé mitral, comme les dentistes appellent leur articulé dentaire. Et lorsqu'on soulève même une mitrale avec un joli sourire, on voit derrière des choses qui peuvent nous surprendre. Donc, deux techniques se sont présentées. C'est les techniques de résection présentées par M. Carpentier et puis les techniques de respect du tissu valvulaire. Alors, il fallait remplacer les cordages, justement, pour restaurer une bonne dynamique fonctionnelle de la valve. Et donc, ces techniques sont apparues relativement plusieurs années après les techniques de résection. Et c'est M. Frater, à New York, qui a proposé de remplacer les cordages, vous voyez, par un certain nombre de techniques. Puis, petit à petit, on s'est aperçu que seul le Gore-Tex, les fils en Gore-Tex, étaient possibles puisqu'ils ne se rompaient pas, ils ne se calcifiaient pas. Alors, bien, la technique, vous voyez, elle est décrite, c'est tout simple. Les parties prolabées, on va remplacer les cordages soit allongés, soit rompus pour restaurer une surface de coaptation que vous avez en bas à droite, une bonne surface de coaptation qui assure l'étanchéité, qui est confirmée par une annuloplastie. On estime qu'une hauteur de coaptation de 8 à 10 mm est tout à fait satisfaisante pour assurer l'étanchéité. Et avec cette technique-là, on a une excellente dynamique fonctionnelle du tissu valvulaire. Voilà, donc rapidement, les premières publications sont apparues et celle-ci, déjà en 2014, on voyait que remplacer des cordages par des fils de Gore-Tex et des polytétrafluoroéthylène, eh bien, n'était pas inférieur aux techniques de résection. Et bien au contraire, on s'est aperçu que le résultat sur le plan de l'insuffisance mitrale était le même, mais on obtenait de meilleures réparations, c'est-à-dire on gardait une meilleure mobilité de la valve postérieure. Quand on résèque et qu'on distord, la valve postérieure se rigidifie. Et elle se rigidifie, ça a un impact très important sur les longues années post-opératoires, puisque le flux sanguin va être différent à travers cette valve et va engendrer une fibrose et augmenter progressivement la fibrose. On peut avoir un bon résultat immédiat et sur les 5, 10, 15 ans après, beaucoup de fibrose du fait d'une anomalie des flux. Le problème, c'est la mitrale, mais à travers la mitrale, il y a des flux sanguins et quand ils sont turbulents, ils peuvent générer la fibrose et des calcifications. Ensuite, on voit donc d'excellents à 25 ans, résultat de remplacement par des cordages pour les réparations de la valve. Alors, je vais m'attarder sur les 3 courbes, celle en haut à gauche qui montre que finalement, il y a très peu de réopérations, bien que ce soit 25 ans d'expérience, mais les résultats sont donnés à 18 ans. Vous voyez, néanmoins, à peu près au bout de 18 ans, il y a peut-être 15% de patients qui vont être réopérés. Néanmoins, en haut à droite, vous voyez que même si les patients sont peu réopérés, il y a à peu près, vous voyez, 35% de patients qui vont refaire sur les 15 ans qui vont suivre l'opération une insuffisance mitrale modérée à sévère, celle qu'on considère réellement embêtante, ennuyeuse et que les cardiologues vont avoir à suivre ou éventuellement il va falloir réopérer ces patients-là. Simplement pour dire aussi sur la courbe en bas à gauche qu'il vaut mieux opérer les patients tôt dans leur maladie mitrale que tard. Vous voyez que ça a une incidence sur la survie très importante. Donc,
on confirme un petit peu toutes ces recommandations internationales. Alors ensuite, comment il faut faire pour remplacer les cordages? Eh bien, on peut dire c'est simplissime, le cordage est rompu, on le remplace. Oui, mais c'est extrêmement compliqué. Des dizaines, plusieurs dizaines de techniques ont été proposées justement pour savoir comment on allait faire deux choses, c'est-à-dire déjà mesurer la longueur nécessaire du bon cordage, et ensuite, une fois qu'on a mesuré cette longueur, eh bien, quand on implante, lorsqu'on va poser ce cordage, il faut qu'on soit sûr qu'on a la bonne longueur. Eh bien, le fil est un fil qui glisse, quand on fait des nœuds, ça glisse, enfin, on est toujours trop long, trop court, donc il y a eu énormément de techniques proposées. Les Japonais, vous voyez, c'est une autre technique avec un petit tube en plastique, mais ensuite, il faut ouvrir le tube. Vous imaginez, avec une paire de ciseaux devant le cordage, c'est pas facile. Il ne faut pas les sectionner, le néocordage qu'on vient de mettre en place. Les Japonais ont donné énormément d'articles nouveaux sur tous ces cordages, ces nœuds qu'on fait. Alors, on pouvait se demander pourquoi les Japonais ont été aussi prolixes dans ces techniques-là. Finalement, la réponse est dans leur culture. Et vous voyez qu'ici à gauche, eh bien, finalement, au XVIIIe siècle, XIXe siècle, les prisonniers, on les ligaturait, enfin, on les liait avec des nœuds, des cordages. Et voilà. Et puis, il y a même un art, qui est un art ancestral, qui s'appelle Oyoyutsu, qui est un art d'utilisation des cordes et des nœuds. Et puis, peut-être, il y a eu une exposition à Paris en 2017, peut-être l'avez-vous vu vous-même. C'est une très belle exposition de Araki. Et ça s'appelle l'art du Kinbaku. Et voilà, donc voilà, ça c'est un autre type de prisonnière, les prisonnières peut-être de l'art, mais enfin, c'était très joli à voir. Voilà, tout ça explique pourquoi les Japonais ont été très, très riches dans la présentation des différentes techniques. Voilà. Néanmoins, eh bien, tout ça a été relativement aléatoire, comme je dis, parce que c'était difficile toujours d'avoir la bonne longueur. Très difficile. Et c'était, voilà, seuls les chirurgiens qui font beaucoup de plastie mitrale arrivent à se débrouiller. Et même, je ne suis pas le seul à faire beaucoup de plastie mitrale, mais même avec une expertise, à chaque fois, l'aléatoire se présente devant nous. Et bien, on ne fait pas toujours exactement ce qu'il faut. Donc, la réflexion a porté sur est-ce qu'on peut justement contrôler cet aléatoire? C'est-à-dire, voilà, alors on a réfléchi, ça a demandé du temps avec plusieurs dispositifs et finalement, on a réussi peut-être à mettre en place un dispositif qui convient bien. Et quels sont les objectifs de ce dispositif que vous voyez en haut à gauche? Vous voyez, c'est quelque chose qui paraît très simple, ça a été très compliqué et très difficile à arriver à le faire, puisque à l'intérieur du ventricule gauche, c'est un milieu hostile. Il y a plein de cordages partout, et dès que vous avez quelque chose qui a un petit crochet, vous vous prenez dans les autres cordages. Pour les collègues, ça c'est impensable, impossible, et ils ont raison, donc il faut leur donner quelque chose de simple, facile d'utilisation. Voilà, c'est pour ça que finalement, alors, ce dispositif, vous le voyez. Donc, les objectifs, eh bien, c'était de standardiser la technique opératoire pour contrôler l'aléatoire des remplacements des cordages mitraux. C'est ce qu'on a dit, grâce à ce dispositif, bien sûr, et supprimer les aléas inhérents aux techniques antérieures. Quand il y a beaucoup, beaucoup de techniques qui sont proposées, c'est un peu suspect, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, les autres objectifs, c'est de rendre l'opération plus facile. Voilà. Le but de ce que nous faisons, c'est de rendre accessible cette opération à tout le monde, plus sûre, fiable et accessible à tous les chirurgiens. Et c'était d'assurer le patient du résultat attendu, avec confiance, bien entendu. Les résultats préliminaires, et j'en aurai bientôt terminé, voilà, vous voyez, on a quand même mis plus de 2 ans à développer ça. Là, récemment, il y a eu 25 patients opérés avec ce nouveau dispositif, essentiellement où j'opère un peu plus, c'est en Algérie. Et voilà. Alors, la conclusion de tout ça, c'est qu'on utilise plus de néocordage qu'avant, puisque c'est beaucoup plus facile de mettre un néocordage. Alors, on peut avoir une opération beaucoup plus complète et c'est rapide. Il y a une facilité d'utilisation du tenseur, une fiabilité de l'opération, et il n'y a pas de difficulté particulière liée au système. On a des résultats satisfaisants, mais de toute façon, c'est ce qu'on nous demande, et il n'y a pas eu de décès, bien sûr. Alors, je voudrais conclure sur une note un peu plus poétique, devant cette allégorie qui est proposée par un peintre contemporain roumain. De temps en temps, on peut voir que les artistes et les chirurgiens, ils peuvent se comprendre. Et on voit que l'aléatoire de la chute des feuilles, c'est les feuilles d'automne, elles tombent de façon aléatoire, elles jonchent le sol, ça augmente les aléas sur un sol glissant.
Mais le peintre, lui, il s'est saisi du désordre, un petit peu comme le chirurgien se saisit un petit peu du désordre devant toutes ces techniques-là qui tombent, qui pleuvent de partout. Et ce peintre, il repousse l'horizon de nos émotions, bien sûr, et de nos pensées par ses idées créatrices. Et le chirurgien peut avoir un petit peu ce principe-là. Et ce qui annonce un futur printemps toujours renouvelé. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci pour cette belle conclusion. Ah, Ronald veut m'arracher le micro. Non, quand même pas. Quand même pas, Monsieur le Président. Bon, bravo Jean-Paul, je ne vais pas faire ton éloge. Et je voulais savoir, ce qui m'a frappé dans ta remarquable présentation, c'est le nombre de malades non chez les Américains, dans la statistique que tu nous as montrée, qui sont opérés, qui sont croissants, sans signe clinique. Quel est le critère minimum? C'est la fraction d'éjection qui diminue? C'est quoi? Alors exactement. Pardon, exactement. C'est-à-dire que déjà, comment on va découvrir un patient asymptomatique? Voilà, c'est la première question peut-être. Eh bien, il va voir peut-être de temps en temps, il peut être un peu essoufflé, il va voir son médecin traitant ou alors un cardiologue pour une autre raison. Et les cardiologues, eh bien, ils mettent un stéthoscope et puis là, ça souffle dur dans le thorax. Donc, voilà un petit peu comment le processus arrive. Et quand il est asymptomatique, il ne se plaint de rien. Sauf peut-être que l'épouse, elle peut entendre le souffle. Je ne sais pas, c'est possible. Et, et donc, il ne se plaint de rien. Et alors, donc, il y a un souffle. On va tout de suite quantifier l'insuffisance mitrale. Un souffle égale une échocardiographie avec un effet Doppler. Et là, on va dire cette insuffisance mitrale, elle est modérée parce qu'on peut la quantifier. Il y a des mesures semi-quantitatives. Je ne vais pas rentrer dans les détails des cardiologues. Ou bien on peut dire elle est sévère. Ça veut dire qu'il y a une quantité de régurgitation. Si par exemple, un ventricule gauche, on va dire, mesure ou a une capacité de 100 mm de mercure, une bonne fraction d'éjection normale, elle est de 70%. Ça veut dire 70 mm, pardon, pas de mercure, millimètres, cc, il y a 70 cc qui partent et 30 cc qui restent. Alors, on peut mesurer de la même manière la quantité régurgitée. Voilà la sévérité des choses, ça se fait comme ça. Mais ensuite, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on va voir quel est le mécanisme de cette fuite mitrale. Donc, il y a une dysfonction des mouvements valvulaires, prolapsus ou autre. Enfin, voilà, il y a 4 types. Et surtout, on va également essayer de voir s'il y a une répercussion sur le ventricule gauche et le ventricule droit. Tout ça, il y a un cercle vicieux qui remonte jusqu'au ventricule droit. Eh bien, on peut avoir des gens symptomatiques avec une grande sévérité de l'insuffisance mitrale, un ventricule gauche déjà dilaté, donc supérieur à 60 mm ou 40 mm en télésystole. Donc, ce sont des critères objectifs. Et puis, donc essentiellement, les diamètres ventriculaires gauche. Et à ce moment-là, eh bien, en fonction de ça, on sait avec l'évolutivité naturelle de la maladie qu'il vaut mieux opérer. Mais il y a des conditions. Pour opérer, il faut être sûr de faire une plastie, sûr d'avoir un bon résultat. Il ne faut pas que ce soit aléatoire. Donc, mais je dis ça parce qu'il y a un cercle rétrograde qui se fait, c'est-à-dire que, eh bien oui, la barre de l'exigence est tellement haute, et heureusement d'ailleurs, que beaucoup de chirurgiens, devant ces difficultés techniques et tout ça, n'y touchent pas. Donc, il y a des chirurgiens un peu spécialisés, mais si on spécialise trop des chirurgiens dans cela, eh bien, la technique se diffuse un petit peu moins. Et pire encore, non seulement la technique se diffuse moins, mais quand un chirurgien reçoit un patient avec une insuffisance mitrale, il peut lui dire, monsieur, on va vous remplacer la valve. Et on peut regarder donc la quantité, la proportion de valves remplacées ou réparées dans un service, et là, il y a une grande, grande différence. Donc, vous voyez, tout ça, voilà, alors je crois que vous avez compris l'essentiel, c'est de démocratiser autant que faire se peut, mais avec une chirurgie tout à fait standardisée, fiable, rassurante pour les jeunes chirurgiens ou les moins jeunes, peu importe, on est toujours jeunes de toute façon. Et voilà, pour pouvoir le faire. Donc, motivé par ça, par voilà, ces réflexions permanentes un petit peu, et puis prendre un peu du recul là-dessus. Bon, ben voilà, on s'est mis à la tâche pour essayer de trouver quelque chose, mais vraiment de très simple. Je crois beaucoup dans la simplicité des choses et qui fait que la chirurgie devient accessible à tout le monde. Professeur Benamou. Oui, d'abord, merci et bravo pour cette très belle présentation. Une question qui est un peu collatérale, c'est est-ce que
cette technique que tu as mise au point de réparation des cordages, tu l'emploies éventuellement sur des ruptures d'origine ischémique, par exemple? Alors, excellente question Merci. d'un non-initié, pardon, Absolument. parce qu'en matière d'ischémie, il n'y a pas de rupture de cordage. Il y a une restriction. Pardon, j'explique parce que tout est très simple finalement. Quand on a fait un infarctus, la partie infarctie ne se contracte pas. Et le ventricule gauche a une tendance à se dilater. Et bien entendu, comme l'appareil sous-valvulaire est fixé sur le septum et sur les parois, tout ça va tirer dessus puisqu'elle se dilate. Donc, va y avoir une restriction du mouvement valvulaire. C'est l'un des types 3 de M. Carpentier. Voyez, et donc, à ce moment-là, on ne va pas utiliser cette technique-là parce qu'on va traiter l'insuffisance mitrale par d'autres possibilités, essentiellement par un anneau. Docteur Rosenbaum. Dans ce cas-là. Je suis ophtalmo, vous me pardonnerez, mais on s'est déjà rencontré la question. La technique que vous avez présentée est-elle une technique propre au centre dans lequel vous intervenez ou est-elle une technique pas générique, mais qui est réalisée dans les différents centres, techniques de référence? Et merci d'avoir si bien soigné Ronald. Ah, merci. Si, c'est une technique qui a le défaut de sa grande jeunesse, donc elle n'est pas encore diffusée. Pour la petite, voilà, parce que pour protéger un petit peu les inventions et la créativité, le brevet est déposé aujourd'hui. Mais c'est tellement simple et tout. Et vous savez, pardon pour 2 choses, et merci pour cette question. Une technique, c'est-à-dire éventuellement un dispositif, voilà, mais il est temporaire. On se sert de ça, puis on l'enlève, on ne le laisse pas dans le patient, mais il y a une méthodologie qui va avec. C'est-à-dire, il y a 2 choses qui sont un peu délicates, c'est comment définir réellement la bonne longueur du cordage. Eh bien, aussi peut-être surprenant que ça puisse paraître, c'est pas facile. Donc, dans la méthodologie globalement de cette présentation technique, il y a également cette première étape de comment mesurer de façon fiable et valable pour tous les chirurgiens avec des repères clairement établis pour qu'ils ne soient pas aléatoires, ces repères. Il y a ça. Une fois qu'on a la bonne longueur, avec ces petits dispositifs, on est sûr que le cordage aura cette longueur. Et j'espère que l'an prochain, grâce aux publications que je vais faire notamment chez nous peut-être, eh bien, on pourra diffuser la technique. Oui, c'est le but, en tous les cas. Docteur Coufinal. Je crois que tu viens de répondre à la question. Ce qu'on aurait voulu, c'est le voir, quoi. Donc, on est des curieux. Donc, on aurait voulu voir le petit appareil, comment se faisait la tension, est-ce qu'il y avait après une méthode particulière pour fixer le fil, etc. etc. Oui, mais bon, c'est pour la prochaine fois. J'ai compris. Donc, parce que là, j'étais contraint par le temps. D'accord. Mais la prochaine fois, c'est promis, vraiment, avec grand plaisir. Professeur Polo. Quel gros avantage par rapport à la pose d'une valve qui a déjà fait preuve de son efficacité dans les bons services avec une mortalité de 1% ou 1+1%. Donc, en ce qui concerne la mortalité, on verra un peu. Pour l'instant, il n'y en a pas. Par contre, quand vous remettez donc sous tension, il reste quand même quelques attaches à la valve. Elle n'est pas complètement libérée. Donc, vous ajoutez, si vous voulez, par le téflon, un renforcement, si vous voulez, des éléments. Et alors, moi, la question que je pose, la fixation en bas sur le muscle cardiaque, d'accord, mais ça dépend aussi de la qualité de la valve sur laquelle vous fixez votre fil. Je crois que le gros problème, il est là, à mon sens. Enfin, en tant qu'artisan de la chirurgie, d'emblée, j'ai repéré ce petit biais. Alors, OK. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. La première, quand même, entre réparation, il y a des patients qui ne peuvent pas avoir de réparation. Ça, c'est absolument sûr. Donc, il faut remplacer la valve, une valve biologique ou une valve mécanique. Ce que nous savons, c'est entre les résultats à moyen long terme, ça c'est depuis 30 ans, c'est que les résultats à long terme sur une plastique qui marche bien entendu, sont meilleurs que les résultats. Je parle pour la réparation, ils sont meilleurs pour plein de raisons qu'on ne va pas discuter là, mais on peut le faire, qu'un remplacement de la valve. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on peut réparer, qu'on peut bien réparer, il faut réparer. Ça, c'est l'unanimité, on le sait. Notamment pour la plupart des patients, surtout si le patient est jeune, si on remplace la valve, on lui mettra une valve mécanique, il aura un traitement anticoagulant, qui en soi quelque chose de pas si facile que ça à manager, notamment pour lui dans son quotidien.
Donc voilà, ça c'est clair, ça fait l'unanimité, un grand consensus en tous les cas, qu'il faut à chaque fois réparer quand on peut réparer. Oui, encore une fois, il y a des patients, c'est impossible de réparer, c'est pas possible, c'est calcifié, c'est pas possible, ça c'est vrai. Alors ensuite, c'était oui, et vous avez parfaitement raison, de dire, mais comment on va fixer ce cordage sur le tissu valvulaire, parce qu'il est pathologique? Oui, ça, voilà la réponse, parce qu'on s'est trouvé confronté à ces problèmes. Et lorsqu'on a une mitrale, le tissu mitral pathologique, souvent, histologiquement, elle est pathologique. Il peut y avoir une dégénérescence myxoïde ou fibroélastique. Et dans les deux cas, c'est très différent l'un de l'autre, mais il y a une fragilité tissulaire. Alors effectivement, si on sent que fixer un cordage d'emblée sur ce tissu-là, ça peut déchirer. Et il y a eu des déchirures d'ailleurs. C'est pour ça que dans ce cas-là, on va fixer ce cordage sur le tissu valvulaire avec un petit renfort, un petit pledget, soit de téflon ça, ou avec du péricarde autologue du patient. Mais c'est des choses très fines, mais qui assurent la solidité mécanique. Ça, on sait faire maintenant. J'avais une diapo, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit sur mes diapos là-dessus, justement parce que c'est quelque chose... Enfin, vous voyez, si je faisais, pardonnez-moi, un topo au chirurgien cardiaque, j'aurais bien précisé ces choses-là, qu'ils connaissent d'ailleurs. Mais c'est dire la difficulté de bien insérer ce cordage sur le tissu valvulaire. C'est très technique, très particulier. Merci au professeur Coutil. Merci beaucoup.